Bonjour Jean-Pierre Sakoun, Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui. moi aussi, Je vous reçois sur La Ruche Média. On va parler de laïcité parce que vous êtes le président du comité Laïcité République, qu'on appelle aussi CLR. absolument. Et il y a une actualité très forte en ce moment. Nous sommes lundi 14, nous sommes le 14, lundi 14. Et il y a une actualité autour du membre RN Julien Audoul. Et nous allons ensuite parler du prix laïcité qui aura lieu le 5 novembre. Et vous allez nous raconter un petit peu l'histoire de ce prix et votre définition de la laïcité et le combat qui est le vôtre. Beau programme. Voilà. Donc, alors, en effet, Julien Audoul, membre du Rassemblement national, a pris à partie par le biais de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, une jeune femme voilée, en lui proposant de sortir, en tout cas de quitter l'Assemblée, parce que selon la laïcité, ça ne convenait pas à la situation. Mais la loi, apparemment, n'est pas de son côté. Quel est votre regard sur cet incident qui s'est passé il y a quelques jours ? Écoutez, il est absolument représentatif de ce que nous appelons la tenaille identitaire. C'est-à-dire que nous avons un représentant d'un parti qui essaie de s'emparer de la laïcité pour y loger sa xénophobie, voire son racisme. Un parti qui est directement issu par ses fondateurs des héritiers du maréchal Pétain, dont on sait que la laïcité n'a jamais véritablement été la tasse de thé, qui est plutôt un parti qui a défendu la France blanche, apostolique et romaine, et qui, hélas, depuis quelques années, du fait de l'abandon des principes laïques, en particulier par la gauche, a voulu s'emparer de la laïcité, encore une fois, pour en faire une arme contre une partie de la population. Et donc, il est évident que l'intervention de ce monsieur agressant une femme voilée qui avait parfaitement le droit de l'être, et on reviendra sur cette question, et ne peut être qu'une catastrophe pour la laïcité. D'une part, parce que la violence de cette prise de parole est telle que les gens ne peuvent que la réprouver, et deuxièmement parce que c'est au nom de la laïcité ou des principes de la République qu'il le fait, alors que tout le monde sait que le RN et ses prédécesseurs, le FN et d'autres partis avant lui, n'ont jamais été laïques. Maintenant, il faut se poser la question du voile de cette femme. Oui. Et cette question-là mérite aussi d'être posée. Donc, sur le fond, il interpelle, interpelle. Mais la forme est violente. La forme est très violente, et même le fond, puisque de toute façon, la loi est la loi. Oui. Et que cette femme a le droit d'être aujourd'hui voilée dans la situation dans laquelle elle est. C'est-à-dire une situation de parents accompagnant une sortie scolaire. Qui plus est, accompagnant une sortie scolaire dans un lieu aussi symbolique qu'une enceinte de la République, en l'occurrence la salle du conseil régional. La question du voile est une question importante. C'est une question importante parce qu'elle ne correspond pas à l'habitus, comme on dit, c'est-à-dire aux modes sociaux de fonctionnement de la France, des Français, et en particulier de leur demande de liberté et de leur demande d'égalité entre les femmes et les hommes. Et il est vrai que le voile aujourd'hui renvoie à une image de la femme infériorisée, de la femme que l'on doit ou qui doit se cacher dans l'espace public, et que la question précise du port des signes religieux pour les accompagnants scolaires est une question qu'il faut soulever. Doit-on autoriser les parents accompagnants des sorties scolaires à faire état de leurs opinions philosophiques ou religieuses ou politiques? Et aujourd'hui, la loi est ce qu'elle est, mais n'oublions pas qu'il y a eu d'une part la circulaire Châtel qui demandait que les parents accompagnant des enfants, des élèves, ne portent pas de signes religieux, et d'autre part une opinion du Conseil d'État qui n'est en aucun cas un avis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
d'obligation de suivre ce qu'au dit le Conseil d'État. Nous nous trouvons exactement dans la même situation que dans la période qui va de 1989 à 2004, quand M. Jospin, refusant de prendre position sur le port du voile par les élèves, laisse régner une confusion terrible pendant 15 ans, qui sera réglée par la loi de 2004 sur le port des signes religieux à l'école. Eh bien, nous sommes dans la même confusion aujourd'hui. Il faut qu'une loi soit prise. Et personnellement, et au nom du CLR, nous voudrions que cette loi oblige les parents à la neutralité. Parce que les accompagnants scolaires ne sont pas des mamans accompagnant leurs enfants, mais des accompagnateurs accompagnant une classe qui fait son travail de classe en dehors du collège. À ce titre, ils sont tenus à la neutralité. Imaginons que demain arrive, lors d'une sortie scolaire, un père de famille ou une mère de famille vêtue d'un t-shirt disant « Vive le Rassemblement national ». Oui. Imaginons qu'un autre parent arrive avec un t-shirt sur lequel il est écrit « Je déteste les religions et je me fous de Dieu ». Que diraient les enseignants? Que diraient les parents? Eh bien, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, nous sommes, avec cette affaire qui s'est produite en Bourgogne, dans une véritable tenaille identitaire. D'une part, le Rassemblement national qui, derrière le paravent d'une laïcité complètement gauchie et complètement biaisée, se livre à ses habituelles diatribes xénophobes, et d'autre part, une mère d'élève, disons le terme, bigote, qui ne peut pas accepter la neutralité qu'il serait raisonnable qu'elle respecte, quel que soit quoi que dise la loi aujourd'hui. Et d'ailleurs, M. Blanquer a fait remarquer aujourd'hui, ce matin, le 14 octobre, qu'il serait préférable que les parents s'appliquent cette neutralité à eux-mêmes. Oui, alors on a le sentiment que de gouvernement en gouvernement, personne ne tranche vraiment. Pourquoi est-ce que l'on marche sur les œufs sur cette question? Est-ce que c'est encore à des fins électoralistes pour ne blesser personne? Est-ce qu'on a peur d'être taxé d'islamophobie et du coup on est dans des attitudes comme ça un peu laxistes? Comment est-ce qu'on explique qu'on n'arrive pas à trancher et à prendre la décision de la laïcité, on va dire, de la réelle définition? Eh bien... D'abord, vous avez raison pour des raisons électoralistes. C'est-à-dire que depuis quelques décennies, en calquant leur action sur le modèle américain, les politiques en France, de droite et de gauche, mais je parlerai surtout de la gauche parce que c'est elle qui a été dépositaire de la laïcité dans ce pays pendant des décennies, voire plus d'un siècle, ont pris l'habitude de découper l'électorat en segments marketing. Et donc, au lieu de s'adresser aux citoyens en fonction du bien public, ils s'adressent à des segments de la population en fonction de ce qu'ils imaginent être les exigences, les demandes et les aspirations de cette population. Donc, effectivement, on va proposer ou on va éviter ce qui fâche les musulmans, les LGBT, les juifs, les petits commerçants, les catholiques intégristes, les catholiques pas intégristes, les protestants, les évangélistes, et ça devient de la folie. C'est-à-dire qu'on perd même l'idée et la notion de citoyenneté, et qu'on la remplace par cette absurdité. Marc Lilla, qui est un penseur américain, a publié un livre l'année dernière, dont le titre m'échappe soudain, qui est un livre qui a eu beaucoup de succès en France en particulier, dans lequel il rappelle ces phrases de Edward Kennedy, le sénateur démocrate américain, qui disait en 1985 « Nous devons être un parti qui défend les travailleurs, mais nous ne sommes pas le parti des travailleurs. Nous devons être un parti qui défend les femmes, mais nous ne sommes pas le parti des femmes. Nous devons être un parti qui défend les minorités, mais nous ne sommes pas le parti des minorités. Nous sommes le parti des citoyens. » Ça tue toute forme de communautarisme, cette idée. C'est presque un slogan. Et c'est exactement ce que n'a pas fait la gauche américaine et qui l'a détruite. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore quelques mois, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, quand vous rentriez
sur le site du Parti démocrate américain, eh bien vous trouviez 16 boutons sur lesquels cliquer selon que vous étiez juif, noir, mexicain, antillais, LGBT, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de peuple, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus que des communautés et des groupes de pression. Or, c'est ce qui est en train de se produire en France, et on peut dire que les think tanks, en particulier à gauche comme Terra Nova, ont joué un rôle effroyable dans cette affaire, en convainquant les politiques qu'il fallait travailler d'eux-mêmes. Et d'une certaine manière, c'est parce qu'ils ont convaincu les politiques que les politiques se sont mis en quelque sorte à construire les communautés qui n'existaient pas, et à leur donner conscience qu'elles pouvaient exister et faire pression. Alors revenons à la citoyenneté, et je pense que c'est l'une des raisons importantes pour lesquelles les hommes politiques aujourd'hui n'osent pas agir. L'autre question qui se pose, c'est qu'évidemment, on essentialise, on rabat toutes les personnes d'origine maghrébine essentiellement, puisque ce sont elles qui sont présupposées être musulmanes en France, sur leur religion. Parce que, excusez-moi, j'aurais une gueule d'arabe ou une gueule de juif, je serais musulman ou croyant juif. Mais non, il y a des maghrébins athées, il y a des maghrébins chrétiens, il y a des maghrébins juifs, j'en suis un. Donc, cette essentialisation est absolument terrible, et elle fait un mal fou à nos concitoyens qui viennent de familles musulmanes, qui veulent s'émanciper de la religion, et qui d'une certaine manière ne le peuvent pas, parce que le fonctionnement même de la machine politique les renvoie à leur origine et les installe dans un cadre dont ils n'ont pas le droit de sortir. Ils sont musulmans. Et pire encore, elles portent le voile, donc elles sont musulmanes. Elles sont musulmanes, donc elles portent le voile. Et celles qui veulent être musulmanes sans porter le voile, elles font comment ? C'est des mécréantes. On est coincé aussi, c'est une population coincée entre ce que vous expliquez et l'État islamique qui a envie d'expliquer quel est le bon et mauvais musulman. Et il y a évidemment la pression des islamistes, c'est-à-dire d'un islam politique qui ne veut pas admettre les règles de la République laïque, c'est-à-dire la séparation absolue entre le politique et le religieux. Il y a un discours que Emmanuel Macron nous a promis depuis un moment, là peut-être pressé par les événements autour de la préfecture de police, et puis on sent bien une tension en ce moment un peu compliquée sur la société de vigilance, la façon dont on a pu comprendre que ça pouvait être une forme de délation ou de soupçon. Pourquoi ce discours n'intervient-il pas ? Est-ce qu'il doit intervenir ? Est-ce que le président de la République, c'est dans son rôle justement d'avoir un regard précis sur la laïcité ou l'organisation des religions dans le pays ? Il y a un mutisme de la part d'Emmanuel Macron sur ce sujet. C'est plus complexe que ça. Alors que le président de la République soit en droit ou même en devoir d'intervenir sur un principe aussi fondamental, ce pilier de la République qu'est la laïcité, c'est-à-dire si ce n'est pas lui qui peut intervenir là-dessus, alors qui ? Donc oui, c'est tout à fait normal qu'il indique qu'il va intervenir sur cette question, même s'il ne l'a pas encore fait. Alors on ne peut pas dire qu'il y a un mutisme. On doit dire qu'il y a quand même un certain nombre de signes qui sont préoccupants. On rappellera pendant sa campagne électorale le nombre d'allusions aux religions. On rappellera à l'automne qui a suivi son élection sa présence à la célébration des 500 ans de la Réforme devant les protestants au cours de manifestations pour lesquelles il a fait un discours dans lequel il a assuré qu'avant de prendre toute décision concernant la société, on ferait appel aux religieux. Et puis le fameux discours des Bernardins, dans lequel il fait état de ce lien abîmé entre l'État et l'Église, ce qui est absolument étonnant. Il n'y a pas de lien, il y a une rupture. Il y a une rupture, justement. Et si encore il avait dit le lien abîmé entre les Français et l'Église, mais entre l'État et l'Église. Rappelons-nous des vœux aux représentants des cultes qui étaient présentés, je ne sais pas si c'est encore le cas,
sur le site de l'Élysée comme étant des vœux aux autorités religieuses. Il y a une différence entre représentants des cultes et autorités religieuses. Vœux au cours desquels, quelques jours après la date de l'anniversaire de la tuerie de Charlie, il parle de la radicalisation des laïcs. Je n'ai pas encore vu beaucoup de laïcs arriver avec une ceinture d'explosifs en hurlant Aristide Briand Akbar. Hein. C'est pas tous les jours. Non. Donc, si vous voulez, il y a des signes qui sont préoccupants. Un autre signe préoccupant, c'est bien entendu le pragmatisme, et j'espère que ce n'est du pragmatisme et pas une position idéologique, consistant à vouloir modifier la loi de 1905 pour résoudre des questions qui n'ont rien à voir avec la loi de 1905. Alors manifestement, il y a renoncé sous les pressions des laïcs que nous sommes et compte tenu du travail que nous avons tous effectué, particulièrement le CLR au sein du collectif laïque national qui regroupe entre 30 et 40 associations laïques, mais nous restons extrêmement vigilants. Justement, le CLR, donc le 5 novembre prochain, il y aura le prix de laïcité, et ça fait quelques années maintenant que ça existe. La fonction du CLR et de ce prix, qu'est-ce que cela signifie? Alors le CLR a 30 ans. La date est symbolique puisque le CLR a été créé à la suite de ce qu'on appelle l'affaire du voile de Creil en 1989, qui a mis sur la table la question du port des signes religieux et particulièrement du voilement à l'intérieur des écoles, des collèges et des lycées, voire de l'université à l'époque. À la suite de ces événements qui s'étaient produits en septembre et octobre 89, au début du mois de novembre 89, 5 intellectuels, qui depuis ont suivi des chemins différents, ont publié dans le Nouvel Observateur de l'époque une tribune retentissante qui avait pour titre « Profs, ne capitulons pas ». Il s'agit d'Elisabeth Badinter, d'Elisabeth de Fontenay, la philosophe, pas Madame Miss France, de Catherine Kinsler, philosophe de la laïcité, d'Alain Finkielkraut et de Régis Debray. Et à la suite de cette tribune, ces 5 personnes et d'autres ont créé le CLR pour faire prendre conscience aux Français que depuis une dizaine d'années, depuis le début des années 80, il y avait une remise en cause profonde de la laïcité, d'une part du fait d'un islamisme militant, d'un islam politique virulent, et d'autre part aussi des pressions de l'Église catholique sur l'école. Souvenons-nous que 84, c'est l'échec du grand service public de l'école face aux manifestations des parents favorables à l'école privée. Et souvenons-nous que la période qui va de 1950 à 1990 voit un grand nombre de lois se succéder pour financer de plus en plus lourdement l'école privée avec des fonds publics. Donc le CLR se crée sur cette préoccupation, et depuis, alors des fondateurs comme mon prédécesseur à la présidence du CLR, qui en est le président d'honneur, Patrick Kessel, des grands historiens comme Claude Nicollet ou Maurice Agulon, des hommes de radio comme Claude Villers, le président du tribunal des flagrants délires, des syndicalistes, d'anciens ministres, des personnages publics comme Yvette Roudy, etc. Et le CLR depuis donc travaille à faire connaître et à faire valoir la laïcité, en particulier auprès des élus, auprès du gouvernement, des élus nationaux, des grands élus régionaux, avec diverses manifestations, des colloques, un site web très riche et très fréquenté, compte tenu de la taille de l'association. On est pratiquement à 1 million de visites de personnes différentes, il ne s'agit pas de clics, 1 million de visites différentes par an, ce qui est énorme, avec des pics à plusieurs milliers, 5 000, 6 000 par jour, lorsqu'il y a des événements importants et que nous les commentons. Des CLR locaux qui eux-mêmes organisent, comme nous le faisons nationalement, des colloques sur divers sujets qui concernent la laïcité, et puis donc cette action auprès des élus. Et au cœur de ce dispositif, les prix de la laïcité. Alors,
l'idée en est venue au CLR au début des années 2000, et le premier prix de la laïcité a été remis en 2003. D'accord. Au début, il était biennal, donc 2003-2005, et puis à partir de 2007, il est devenu annuel, et à partir de 2010, il a été remis dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris, où il l'est désormais. Alors les prix de la laïcité sont faits pour distinguer des personnalités, parfois très connues, parfois totalement inconnues, du grand public, pour leur combat laïque, ou parce qu'ils sont, en tant que laïcs, attaqués, voire persécutés. Et nous avons vu dans le passé, alors les prix sont constitués d'un prix national, d'un prix international et d'un prix sciences et laïcité, parce qu'on veut sans arrêt toujours raffermir et rappeler ce lien entre la laïcité et la rationalité, la raison, la rationalité scientifique des Lumières. Et donc il a été remis, alors si on prend le prix national, à des personnes comme Caroline Fourest, bien entendu, qui a été l'une des premières récipiendaires, Catherine Kinsler, dont je parlais tout à l'heure, Georges Bensoussan pour son activité laïque l'année dernière, j'en oublie parce que vous les trouverez sur le site, il y en a énormément évidemment. Le prix international a pu être, Samuel Mayol, qui était le directeur de l'IUT de Paris 13, l'IUT de Saint-Denis, qui a été véritablement persécuté pour ses prises de position laïques, jusqu'à être entièrement blanchi par toutes les instances juridiques qui se sont succédées. Les prix internationaux, eh bien, nous avons distingué des gens comme Fazil Say, le grand pianiste turc, qui à une époque a été menacé de prison et ne pouvait pas retourner dans son pays, parce que sur son blog, il avait mis des poèmes d'Omar Khayyam qui faisaient référence au fait de boire du vin. Nous avons l'année dernière distingué Raif Badawi et sa femme Ensa Faïda. Raif Badawi, blogueur saoudien qui, demandant et réclamant la liberté de conscience dans son pays, s'est vu condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. Nous avons distingué les femmes iraniennes pour leur combat justement pour pouvoir être libres de leur corps, et nous avons remis le prix en leur nom à Sarah Doraghi, journaliste française. Et puis le prix Sciences et Laïcité a été remis à des biologistes, à des gens aussi importants que Jean-Pierre Changeux, grand neurobiologiste, au professeur Beaulieu, qui est l'inventeur de la pilule RU 483, la pilule abortive, qui a été là encore une grande avancée dans la libération des femmes. Et cette année, je ne peux pas vous donner les noms des lauréats, mais ce que je peux vous dire, c'est que, et ça a d'ailleurs un sens symbolique très fort, nous avons 5 lauréats. L'année dernière, nous en avions 7, parce qu'en plus des 3 prix, nous remettons des mentions. Et sans qu'il y ait la moindre volonté, et heureusement, d'arriver à ce résultat, eh bien les 5 lauréats sont 5 lauréates. Et ça n'est pas pour rien. Parce que si une partie de la population est bien consciente du bouclier que représente pour sa liberté la laïcité, ce sont les femmes. Mais totalement, totalement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit un mot, faire connaître la laïcité aux élus. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une méconnaissance des élus? Alors, de la population, c'est un terme qui n'a presque pas de définition et qui est compliqué à expliquer à la population tout entière, mais de la part des élus, je suis étonnée. Bien, d'une certaine manière, c'est l'illustration des dangers que nous avons vus parmi les premiers qui ont suscité la création du comité Laïcité République. C'est-à-dire que, après la Deuxième Guerre mondiale et à partir de 1945, on a considéré que la question laïque était réglée, que la France était laïque. Et d'ailleurs, elle l'est. Quand on regarde les sondages, et particulièrement ce sondage fondamental, publié par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès le 25 mars 2019, que je conseille à tous vos auditeurs ou spectateurs d'aller regarder de près, qui s'appelle « Les Français et la laïcité ». C'est un sondage qui démontre de la manière la plus précise et sans aucun doute que une majorité massive de Français sont laïcs, entre 84 et 94% selon les questions posées.
et qui sont même sécularistes. C'est-à-dire que non seulement ils sont laïcs, mais qu'en plus ils ont envie d'un espace public libéré de l'emprise et de la pression religieuse. Donc ils y tiennent. Ils y tiennent. C'est affectif. Mais cette laïcité, je dirais presque naturelle dans notre pays, eh bien, n'a plus donné lieu, à partir d'un certain moment, à partir des années 60, à une réflexion collective et générale. Il y a toujours eu des penseurs de la laïcité, des gens qui ont écrit sur la laïcité. Je citais tout à l'heure les historiens Claude Nicollet ou Maurice Agulon. Je pourrais citer la philosophe Blandine Barré-Kriegel, qui ont toujours écrit aux années 70-80 des livres absolument magnifiques sur la laïcité, mais plus personne n'en entendait parler. Et puis, les événements et les évolutions sociétales qui se sont produites à partir des années 80 ont fait que non seulement on n'en a plus entendu parler, mais elle a été remise en cause. Et ça fait 40 ans, ou 35 ans, ce qui signifie qu'il y a 2-3 générations qui sont passées dans une école de la République qui ne formait plus des citoyens laïcs. Et parmi eux, nos députés. Oui. Alors si il y a un pourcentage évidemment plus élevé que dans la population d'élus nationaux qui savent ce qu'est la laïcité, et c'est heureux, il n'en reste pas moins que ça n'est plus cette majorité massive d'élus pour lesquels la laïcité était une évidence il y a quelques décennies. Donc oui, nous avons besoin de les aider, et ils ont besoin, et ils le demandent d'ailleurs, qu'on les aide, qu'on leur fournisse des textes, qu'on leur fournisse de la réflexion, qu'on leur fournisse des colloques qui leur permettent de comprendre ce qu'est la laïcité par rapport à l'État, par rapport aux grands sujets régaliens, par rapport aux questions de l'hôpital et de la santé publique, par rapport à l'école, etc., etc. Je comprends très bien. Il y a un vrai travail aussi de pédagogie pour faire entendre à tout le monde que la laïcité englobe aussi de la modernité et que ce n'est pas un endroit poussiéreux qu'on relègue dans un coin. C'est justement de cette manière que l'on peut combattre la niche dont vous parliez tout à l'heure et le communautarisme. Donc je suis ravie de cette conversation. Et le 5 novembre, donc il y a ce prix qui sera adressé aux 5 lauréats. Donc. Et nous avons rendez-vous bientôt sur La Ruche Média pour un prochain rendez-vous. Merci Jean-Pierre Saccoune. Peut-être un dernier petit mot sur le prix. Bien sûr. Cette année, il aura une ampleur toute particulière. D'abord parce que la maire de Paris ouvrira la cérémonie par un discours, ce qu'elle a fait régulièrement ces dernières années, ce qu'elle n'a pas pu faire l'année dernière, donc nous en sommes très heureux. Deuxièmement, nous avons pour la première fois franchi une étape en faisant réaliser par un artiste connu, un plasticien, graffeur, artiste de rue qui s'appelle C215, le trophée que nous allons remettre, qui ne sera plus une Marianne du commerce achetée en général à la boutique de l'Assemblée nationale, mais un très beau trophée que vous avez sous les yeux, que vos auditeurs et téléspectateurs ne verront pas, et que j'ai découvert moi-même il y a 2 heures. Oui, parfait, c'est très joli. Et donc C215 viendra lui-même présenter les trophées. Et vous verrez que ce ne sera pas la seule surprise parce que parmi nos lauréates, il y a des gens très ébouriffants. Super. Et quand je parlais de modernité, on y est là. Hein. Voilà. Et la laïcité, c'est la modernité parce que c'est la liberté de l'individu. La liberté de l'individu citoyen. Super phrase. Merci. Merci pour vous. Cet entretien. Et à très bientôt, Jean-Pierre Saccoune. À bientôt. Merci. Au 5 novembre. Oui, le 5 novembre. D'ailleurs, tout le monde peut s'y inscrire en allant sur notre site et en suivant le lien. Je vais donc mettre le lien sur La Ruche Média, comme ça vous pourrez y accéder sans problème. Merci. Merci.